Je pense qu'il existe différentes opinions, différentes façons de voir, mais nous vivons au même endroit, nous partageons le même espace. Nos chemins diffèrent, mais au bout du compte, nous faisons tous la même chose. Nous grandissons. En Europe, plus de 5 millions de jeunes sont sans emploi. À long terme, beaucoup d'entre eux risquent de perdre tout lien avec le marché du travail. Faut-il craindre l'avènement d'une génération perdue? On a peine à en imaginer les conséquences. Politiques, sociologues et chercheurs spécialistes de la jeunesse réfléchissent à ce phénomène et aux moyens de sortir de cette crise. Mais personne n'a de réponse toute faite. Il n'y a pas de solution miracle. Et la jeunesse, comment voit-elle sa situation? D'où tire-t-elle sa force et son énergie pour l'avenir? Quelles sont ses idées? Nous avons enquêté sur les perspectives des jeunes dans 3 régions d'Europe. Quelles sont les initiatives qui fonctionnent et quel est le contexte local? Car chaque région a sa propre histoire. À Genk, en Belgique, une grande usine automobile ferme ses portes. Le travail s'en va, mais les hommes veulent rester. À l'inverse, beaucoup d'entreprises s'installent dans le nord-ouest de la Roumanie, mais la jeune génération veut partir. Et dans le centre de la Sardaigne, la région de Barbagia offre traditionnellement peu de débouchés pour la jeunesse. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ford va fermer. La fermeture surviendra dans l'année, 6 ans plus tôt que prévu. C'est le choc. Les employés bloquent l'entrée de l'usine. Genk brûle. Le constructeur automobile tire les conséquences d'une crise structurelle des ventes et ferme les portes de la plus grande usine d'Europe. Dans la région, plus de 10 000 personnes perdent leur emploi. La ville est sous pression. La stupeur fait place à la tristesse, au désespoir et à la colère. Les jeunes se retrouvent face à un marché du travail condamné à devenir encore plus fermé. Peu d'entre eux sont armés pour l'affronter. Il y a beaucoup de mouvements. Les gens pensent à l'avenir. On est bien obligé. Ils vont créer des emplois dans un avenir proche. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes au chômage? Personne ne bosse? Non. Moi, si. Je bosse dans l'intérim. We zijn bestolen, bedrogen en voorgelogen. Als met een bulldozer slopen ze onze dromen. Dus vandaag is blauw de kleur van rood. Blauw voor alle schade en voor de wederopbouw. Een stad van harde werkers, we trekken onze plan. Voor elke eind een nieuwe start, de revolutie komt op gang. Il faut qu'ils ouvrent une nouvelle usine à Genk. Un gros truc. Il faut qu'ils s'occupent de ça, pour qu'il y ait plus de... Comment dire? C'est jamais facile de trouver du boulot et encore moins quand on habite à Genk. Si une autre boîte arrive et dit aussi on ferme boutique et on se tire, on se retrouvera dans la même situation. Écoute, j'ai fini l'école l'an dernier, non? Depuis 2 ans. J'ai trouvé du boulot normalement. Tout allait comme sur des roulettes. Mais après la faillite de Ford, c'est plus la peine d'espérer un contrat stable. On doit déjà s'estimer heureux quand on peut bosser. Tu piges? Il n'y a pas de CDI. Tu dois te contenter de n'importe quel contrat. Tu bosses 1 jour, 2 jours, le 3e, il n'y a plus rien et tu restes chez toi.
T'as que dalle. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pointer? Tu l'as dit toi-même, pour toucher les allocations chômage, faut avoir le bac. Ils sont fous ces gens. Il y en a beaucoup qui perdent espoir. Parce qu'ils voient leurs frères, leurs amis chercher du boulot sans pouvoir en trouver. Mais d'un autre côté, il y en a qui continuent leurs études. Ils croient en l'avenir, en un avenir meilleur. Et ils travaillent pour ça. Mais la question, c'est de savoir ce que nous réserve l'avenir. Personne ne sait vers quoi on se dirige. On sait encore moins ce que sera à long terme le développement de l'Europe. On ne peut qu'entrevoir des possibles. Quand dans une région, la moitié des jeunes sont sans emploi, c'est dramatique. Ce sont les conséquences à long terme de cette situation qui me préoccupent. Car lorsque des jeunes gens sont au chômage, malgré leur qualification et leur niveau d'études, ils en portent le poids toute leur vie. Nous devons donc nous consacrer pleinement à cette question pour faire changer les choses aussi rapidement que possible. Nuoro, capitale de la province du même nom, au cœur de la Sardaigne, l'une des régions les moins densément peuplées d'Europe. La ville compte à peine 40 000 habitants et sa population n'a guère augmenté au cours des dernières décennies. 2 jeunes de moins de 25 ans sur 3 quittent la ville pour tenter leur chance ailleurs. C'est un vieil usage sarde. Dès le 19e siècle, la région a connu une émigration constante vers le nord de l'Europe, alors en pleine industrialisation. Aujourd'hui encore, peu de jeunes s'imaginent rester sur l'île. Pour les gens de mon âge, il n'y a pas de perspective d'avenir. L'espoir de faire quelque chose qui correspond à nos attentes. Ici, on n'a pas la possibilité de réaliser ses rêves et d'avancer dans la vie, de progresser. Comme souvent, l'argent est en cause. La ville n'a pas connu pire situation budgétaire depuis des décennies. On en est réduit à gérer la pénurie. Notre commune est dans une situation extrêmement difficile. C'est dramatique, pas seulement pour la ville de Nuoro, mais pour tout le centre de la Sardaigne. Le chômage, et surtout le chômage des jeunes, atteint des sommets. À cela s'ajoute la difficulté d'administrer ce territoire dans une phase de restriction budgétaire, et ce, dans les limites imposées par les régulations européennes, et surtout le pacte de stabilité. Les municipalités sont très mal préparées à affronter cette situation. Samedi soir à Nuoro. Les jeunes de la ville se retrouvent sur la Piazza Sebastiano Satta. En Sardaigne, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes. Tous les jeunes Sardes veulent émigrer, ils veulent partir. Ici, on ne trouve rien. En Barbagia, dans le Campidano, c'est partout pareil. On ne trouve rien. La situation est grave. C'est un gros problème. On est la risée de l'Europe avec ça. Tous les jeunes partent. On est toujours à la dernière place. On est la risée de l'Europe, au même niveau que la Grèce et que le Portugal. On est à ça du niveau de la Grèce, à ça. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, pas de décision politique, rien du tout. Et l'avenir? Mon avenir, je ne l'imagine pas en Italie. Pas ici, n'importe où mais ailleurs, c'est clair. Dès qu'on aura notre bac, on se tirera. Fini l'école, on s'en va. Satu Mare est une ville du nord-ouest de la Roumanie, le 2e pays le plus pauvre de l'Union européenne,
avec un salaire mensuel moyen de 300 €. La paralysie qui a suivi la chute du communisme a fait place à un optimisme prudent. Pour les jeunes, les perspectives professionnelles restent minces. Au cours des 10 dernières années, la génération des 25-40 ans a tourné le dos à la Roumanie. Le pays s'est vidé de sa population. Comment enrayer cette émigration et quels sont les débouchés pour les jeunes qui souhaitent rester ici? Beaucoup d'entreprises roumaines sont très bien insérées dans le marché intérieur. C'est le cas de la marque de vêtements de Sorina Tulal. Elle fournit régulièrement des tenues pour des événements télévisés à Bucarest et habille les participants roumains au Grand Prix national. Dans son entreprise, les salaires sont relativement élevés par rapport au niveau de vie roumain. Pourtant, elle peine à renouveler son personnel. Il y a actuellement 2000 postes à pourvoir dans l'industrie textile de Satu Mare et ses environs. Mais cette voie professionnelle attire peu de jeunes. La jeunesse roumaine préfère aller à l'université. Pour ce qui est du personnel, la situation dans notre branche est problématique. Malheureusement, les jeunes ne s'intéressent pas au textile. Ils préfèrent choisir un métier dans le tourisme, la coiffure ou le maquillage. Nous avons un sérieux manque de main-d'œuvre, pas seulement dans mon entreprise, mais aussi dans le domaine des lainages, de la confection et du tissage. On manque de gens qui veulent acquérir des qualifications et surtout de jeunes. En Roumanie, il y a une adéquation entre les emplois existants, le manque de formation et l'orientation professionnelle des jeunes. Dans ce contexte, les experts comme Paola Fogas sont essentiels. Elle intervient comme consultante auprès de jeunes entrepreneurs, de PME et de collectivités locales. Elle est également cofondatrice d'un réseau qui cherche à créer des synergies. Son but, améliorer la situation désastreuse du pays et la stabiliser. Avec Dan Bromboiu et Csobo Knecht, elle compte des alliés solides. Les deux hommes dirigent le site de production d'une entreprise de meubles allemande. Depuis son installation dans la région en 2007, la société a créé 630 emplois. La tendance est à la hausse. Mais comme partout ailleurs dans le pays, on manque de professionnels compétents. Il n'existe pas encore de système de formation qui permettrait de répondre aux besoins des entreprises locales. Notre entreprise a besoin de personnel qualifié, c'est évident. Nous devons aussi penser à l'avenir, car nous avons le projet de développer notre société. Nous avons donc d'autant plus besoin d'employés formés. L'entreprise a donc pris elle-même en main la formation de ses employés. Quand rien n'existe, on peut tout imaginer. La formation en alternance s'est imposée comme une évidence et les deux chefs d'entreprise ont abordé le problème de façon très pragmatique. Avec le lycée partenaire, cette formation offre aux jeunes de la région une véritable alternative à l'émigration ou à un simple emploi non qualifié. En 2012, le gouvernement a créé le cadre juridique qui permettrait de mettre en place des formations en alternance. Je suis content de la formation parce qu'ici, on peut apprendre un métier et en même temps acquérir un diplôme. Tu aurais trouvé un autre travail sinon? Non, j'avais peu de chance. Tout dépend de ce qu'on sait faire. On peut trouver du travail dans une usine, mais ils ne prennent pas beaucoup de gens. Beaucoup d'entreprises voient le coût de la formation et non les bénéfices qu'ils peuvent en tirer.
Ce n'est pas le cas de Dan Brandboyou et de Chobo Knecht. Nous avions travaillé en amont sur le sujet et nous avions déjà pris contact avec le lycée. Quand la loi ouvrant la possibilité de mettre en place une formation en alternance est passée, nous étions prêts. Nous avions déjà l'établissement partenaire et nous avons ouvert la première classe, une formation de tapissier. Vous étiez préparé? Oui. On avait bien sûr l'expérience de ces formations en Allemagne, mais on s'est rendu compte que le marché avait besoin d'une école professionnelle. L'école en question est le lycée technique de Carey et son internat. C'est grâce à des fonds européens que son directeur, Emmerich Gindele, a mis en place une filière professionnelle supplémentaire. Voici la cour de l'établissement. Elle sera rénovée l'année prochaine. On va couler une chape de béton. On espère pouvoir le faire l'année prochaine. Voici notre atelier de menuiserie qui a été créé dans le cadre d'un projet de l'Union européenne en 2006. En menuiserie, j'ai 5 groupes. On fonctionne par roulement. L'un des groupes travaille au lycée, tandis que les autres sont dans les ateliers de la société Polypol. Emmerich Gindele a tout de suite accepté l'offre de l'entreprise, car il est convaincu de la pertinence de ces formations. Dans une formation en alternance, un élève apprend beaucoup mieux et beaucoup plus vite. C'est un premier avantage. Le second, c'est qu'il sera très probablement engagé par l'entreprise, puisqu'il y fait son stage. Voilà les avantages de cette formation en alternance, qui est ici une nouveauté. Le programme a été mis en place il y a 2 ans, et pour l'instant, les retours sont très positifs, des 2 côtés. Quand on regarde les taux de chômage des jeunes en Allemagne ou en Autriche, où ce système existe depuis plusieurs décennies, on voit que les chiffres sont très bas. On peut en conclure que cela vient d'une adéquation entre l'emploi à pourvoir et la formation à la fois théorique et pratique qui lui correspond. De là le fait que de plus en plus de pays s'intéressent à ce modèle. Et par le biais du Fonds régional européen, nous collaborons au développement de ce modèle dans d'autres pays. Au cœur de la Sardaigne, la question de la formation en alternance semble bien lointaine. Dans la plupart des villages de montagne, on vit avec peu de choses. Ici, les jeunes ont peu de chances d'embrasser une carrière professionnelle stable, car il n'y a ni industrie, ni grande entreprise. Là où il n'y a pas d'emploi, la meilleure des formations en alternance serait inutile. Pour beaucoup, l'héritage culturel sarde représente un facteur de création de valeur. De nouveaux métiers pourraient ainsi s'épanouir dans le terreau de l'identité régionale. Les murs des maisons d'Orgosolo portent la mémoire de l'île. Les peintures évoquent la lutte des Sardes contre toute forme d'autorité extérieure. Ici, on sait que la singularité, voire l'originalité, est un véritable capital qui vaut la peine d'être exploité. À Orgosolo, beaucoup de jeunes participent activement au maintien des traditions. Ce liant culturel soude une communauté, mais il retient aussi les jeunes dans un lieu aux perspectives limitées.
Cet art ancien est connu bien au-delà des frontières du village. Le canto a tenore a récemment été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité et constitue déjà un facteur économique. Reste à savoir si cette tradition vivace a d'autres atouts. Le canto a tenore fait partie intégrante de notre existence. Nous avons grandi au son de la musique traditionnelle. Elle fait partie de notre vie quotidienne. Tu ne crois pas? Si, je suis d'accord. À Orgosolo, on a pris conscience depuis longtemps de la valeur de ces expressions traditionnelles. Parler en patois a pu être considéré comme quelque chose d'arriéré, comme une pratique qui datait de l'âge de pierre et qu'il fallait donc abandonner. Et Orgosolo a fait une force de ses chants dès les années 50. C'est une manifestation de son identité. La question de leur identité préoccupe aussi les jeunes de la ville, le jour et la nuit. La Sardaigne n'est pas l'Italie. Mira, lo que pasa paseando por la calle. Fai freestyle. La Sardaigne a sa propre personnalité, mais elle fait partie d'une structure plus large, l'Europe. Les élèves de l'Istituto Magistrale de Nuoro, un lycée, seront bientôt face à un dilemme. Partir ou s'accommoder des débouchés limités que leur offre leur île. Le lycée participe au programme d'échange Comenius. Il est en contact avec des établissements de toute l'Europe. Nous avons interrogé les élèves sur leur vision de l'Europe et leur lien avec la région. L'Europe pourrait être plus ouverte pour encourager les échanges entre les différents pays et les cultures. Il faudrait qu'on résolve d'abord les problèmes de notre pays avant de partir visiter l'Europe. Pas seulement pour fuir ce pays ou pour travailler, mais pour le plaisir de vraiment connaître le pays visité. Ma famille est établie ici depuis des générations. C'est ma culture. Pourquoi je ne pourrais pas faire ma vie ici? Ça semble donc impossible que nous, les jeunes, nous ne puissions pas croire en l'avenir de notre propre pays. Nous savons que 80% des gens veulent vieillir à l'endroit où ils sont nés. Il s'agit donc de développer des perspectives économiques qui leur permettent de vivre à l'endroit où ils le souhaitent. Là où ils auront des perspectives pour eux-mêmes, leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est notre vision de la politique régionale. On ne ferme pas la porte à la mobilité, mais nous voulons une mobilité qui ne soit pas une voie à sens unique. Elle doit permettre aux gens de quitter leur région d'origine et d'y revenir quand ils le souhaitent. Genk est une terre d'immigration. 54% des habitants ont des origines étrangères. Mais pour l'écrasante majorité, il n'est pas question de retour, car la plupart d'entre eux sont solidement enracinés ici. Depuis près d'un siècle, les gens arrivent de partout pour trouver du travail. Il suffit de se promener dans la ville pour remarquer son caractère mélangé. Ali Sougru Karasakal est l'un des premiers immigrés turcs de Belgique. Il est arrivé à Genk en 1964 pour travailler dans la plus grande des 3 mines de charbon de la ville. Il aime se remémorer cette époque. Il allait toujours au travail de bonne humeur et revenait de même. Les mines ne sont plus exploitées depuis longtemps, mais Genk est devenue la nouvelle patrie d'Ali Sougru.
car c'est ici que ses enfants et ses petits-enfants, 64 au total, ont grandi. Son fils, Aitekin, travaille pour un sous-traitant automobile. Il va perdre son emploi dans l'année, quand l'usine Ford fermera ses portes. 2 générations, 2 ères industrielles. Quelle ère commence pour le petit-fils d'Ali? Genk tâche de se réinventer et veut se reconvertir en ville intelligente. Sur le site de l'ancienne mine, on a construit un centre d'innovation, le Thor Park. Est-ce suffisant pour créer les emplois dont la ville a tant besoin? Wim Dries, le maire de Genk, est le pilote de cette métamorphose complexe. Nous sommes aujourd'hui face à la 3e révolution industrielle, celle de la créativité, des énergies renouvelables et de la technologie. Nous avons complètement réhabilité les anciennes mines de charbon pour créer le Sea Mine et le Thor Park. Nous voulons tirer parti de cette nouvelle révolution industrielle pour permettre à notre ville de retrouver la prospérité qu'elle a connue. Dans cette opération de reconversion, le Sea Mine est une première réussite. En quelques années, ce centre culturel est devenu l'un des emblèmes de la ville. En plus des salles de cinéma et des restaurants, il abrite un musée dédié à l'histoire industrielle de Genk, ainsi qu'une école supérieure de design. Véritable pont entre le passé et l'avenir, le centre attire les jeunes créatifs qui feront de la Genk de demain une ville intelligente. Mais cette réussite masque un problème plus profond. À Genk, le fort taux de chômage des jeunes a plusieurs causes. Les jeunes décrochent de plus en plus du marché du travail parce qu'ils n'ont pas de diplôme et ne peuvent pas développer au maximum leurs capacités. Genk est aussi une ville multiculturelle. Un habitant sur 2 est d'origine étrangère. Et de fait, on voit que le marché du travail ne donne pas à tous les jeunes gens la chance qu'ils méritent. Ce sont des points sur lesquels nous devons absolument agir pour changer les choses. Sur le plan social et celui de l'intégration, Genk est depuis longtemps une ville intelligente. Nous sommes dans les locaux du KRC Genk. Marc Hardy et Mustapha Arak ont créé le projet Rester connectés. Son objectif, permettre aux participants de se reconstruire et les relancer sur le marché du travail. Ils sont soutenus par la société Nike et le KRC Genk, un club de première division. Des partenaires cruciaux dans la région qui sont convaincus qu'à long terme, il est rentable de donner une chance aux personnes les plus faibles ou considérées comme telles. C'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais la ville porte de nombreux projets de même échelle qui se sont avérés très efficaces. Genk s'efforce de relever les défis des temps présents. Pour cela, la ville ne doit laisser personne sur le bord du chemin. Genk s'investit à fond socialement. Elle a déjà sponsorisé un projet intitulé Homeless Cup avec les sans-abri. Grâce à ça, ils ont presque tous trouvé un emploi stable. Ils se débrouillent très bien. Nous avons été accompagnés personnellement et tout a été fait pour qu'on décroche un emploi. On s'est dit qu'il fallait aller plus loin que la transmission des connaissances. On essaie de leur permettre de trouver les ressources en eux-mêmes pour les rendre plus forts. Et ça fonctionne, on a des résultats. Quand les participants ont vu le film, ils se sont reconnus et c'est le plus important, la connaissance de soi. Et puis la reconnaissance. Et ça, c'est la force du football. Le KRC possède une immense aura. Grâce à ce qu'ils font ici, les jeunes ou les moins jeunes ont le sentiment d'être reconnus, le sentiment d'être quelqu'un dans la société. Les dirigeants du club pensent qu'on est important. Et ils ont débloqué des fonds pour travailler avec Mustapha et moi-même.
Et le résultat, c'est que les gens se prennent en main. Ils sont plus forts. Un autre lieu témoigne de cette volonté de vivre ensemble. La bibliothèque très ouverte de l'architecte français Claude Vasconi a immédiatement été adoptée par les habitants. Le public s'y presse en masse, toutes classes sociales confondues. La coexistence des visiteurs ne va pas toujours sans accroc, mais les ambassadeurs, des jeunes gens issus des quartiers défavorisés, sont là pour arrondir les angles. Ce projet est une réussite en matière de gestion des conflits. C'est Houssen Bouharas, un travailleur social, qui l'a porté. Avec ses ambassadeurs, il passe chaque semaine en revue les incidents survenus et discute des stratégies de prévention des conflits. Ces stratégies sociales innovantes témoignent du savoir-faire de l'équipe municipale. Mais la ville est-elle armée pour affronter un avenir incertain? Notre devise, c'est « Nous sommes tous Genk ». Je crois beaucoup en la force des hommes. Pour le développement de notre ville, nous comptons sur tout le monde. Nous essayons de donner sa place à chacun, de faire ainsi en sorte que Genk aille de l'avant et qu'on ait ici une vraie qualité de vie. À Careil, la qualité de vie est aussi un facteur important. L'implantation d'entreprises étrangères en périphérie témoigne de l'attractivité de la ville. Le niveau des salaires est très avantageux pour les investisseurs, mais ce n'est pas la seule raison de leur venue ici. Il fait bon vivre dans cette commune de 21 000 habitants. Reste à maintenir un équilibre difficile. La ville doit conserver son statut de territoire à bas salaire, mais aussi se doter des infrastructures qui vont de soi dans le reste de l'Europe. Pour cela, il faut une stratégie et du souffle. Du souffle, le maire Eugen Kovacs n'en manque pas. Et il sait saisir au vol les occasions qui se présentent. Il n'est pas inconnu dans le pays, car au cours des 6 dernières années, il a réussi avec sa petite équipe à obtenir 17 millions d'euros de fonds européens, la plus forte subvention par habitant de Roumanie. Et ils ne vont pas en rester là. J'ai appris à constituer une bonne équipe et je sais que la mienne est excellente parce que nous avons obtenu des fonds pour beaucoup de projets. Je crois qu'il est important que ces spécialistes bénéficient d'encouragement matériel. C'est pourquoi les salaires de ce personnel de la mairie sont plus élevés qu'ailleurs. Ces subventions vont permettre de rafraîchir la ville qui est désormais un vaste chantier. Mais au-delà des travaux d'infrastructure et d'embellissement, la commune de Careil vise un développement durable qui lui permette de retrouver sa prospérité passée. Nous sommes dans une phase de transition et ça se passe bien. Je suis bien conscient que tout ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais je suis convaincu que nous atteindrons le niveau que nous nous sommes fixés. Notre objectif, c'est que les régions et les territoires identifient parfaitement leurs débouchés économiques. Aujourd'hui, il faut stimuler l'économie de façon durable, améliorer la qualité de la formation et connecter les deux pour créer des emplois durables dans les régions. Pour réussir à Careil, il faut investir dans l'humain et se tourner vers les jeunes afin de les retenir. Chers invités, chers élèves, chers professeurs,
Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour le lancement d'un nouveau projet ici à Carey. C'est une initiative du service municipal de la culture. L'objectif est de fournir une solution à la fois pratique et théorique à la question de votre avenir. Quel métier vais-je choisir? Est-ce que c'est difficile ou facile? Est-ce qu'il va me plaire? Bordan Georgescu est l'initiateur de ce forum des formations, une nouveauté pour Carey. Cet échange est le premier d'une série de manifestations destinées aux jeunes et à leurs perspectives d'avenir. L'idée est d'aller vers une diversité professionnelle aussi large que possible. Je m'appelle Edward, j'ai 18 ans et j'aimerais devenir médecin. Je m'appelle Alexandra, j'ai 17 ans et je voudrais étudier la psychologie. Je m'appelle Marc, j'ai 18 ans et je voudrais devenir policier. Je comprends ceux qui veulent partir, parce qu'ici, il faut se tuer à la tâche pour vivre, pour avoir de l'argent. Enfin, assez d'argent. C'est une journée importante. Pour ces jeunes, c'est un pas vers l'orientation professionnelle. J'espère qu'on leur a apporté un peu d'optimisme en montrant qu'on peut réussir à Carey, à condition de travailler et de réfléchir à son avenir. En Sardaigne, la grève d'implantations industrielles comme celle d'Ottana n'a pas pris. C'était une mauvaise décision politique sans véritable analyse de marché. Les 1100 emplois promis ne sont jamais devenus réalité. Comme souvent, les habitants n'ont pas bénéficié des retombées économiques prévues. En revanche, le centre industriel a eu un grave impact environnemental en polluant les meilleurs pâturages de l'île. Les ressources naturelles de l'île demeurent son véritable atout. La Sardaigne compte 5 millions de moutons et leur élevage reste une source de revenus fiable pour 1,5 million de Sardes. L'île possède d'autres trésors naturels. Bruno Pireda s'est autrefois retiré dans cette maison. Atteint d'une maladie mortelle, il s'est soigné seul, avec des herbes locales, et a survécu plus de 25 ans. Il a transmis ses connaissances à sa famille. Après avoir interrompu ses études, son petit-fils Nicolas a décidé d'exploiter ce riche patrimoine culturel. Dans son petit laboratoire, la famille élabore des huiles essentielles de haute qualité. Je ne peux pas imaginer de plus belle existence que de travailler avec la nature. Je crois qu'on assiste en ce moment à un retour à ces valeurs. Pas seulement sur ma terre, mais dans le monde entier. Je considère que j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler au contact direct de la nature. La vraie nature, la terre, les fleurs, et de pouvoir passer mes journées au grand air. C'est Luciana, la mère de Nicolas, qui a voulu préserver cet héritage et se consacrer à l'exploitation des précieuses plantes médicinales de Sardaigne. Elle a ouvert un petit magasin dans la vieille ville de Nuoro. Son herboristerie offre une gamme de produits choisis et faits maison. Ce commerce permet à toute la famille de vivre. Le revenu est certes modeste, mais il est durable et sûr. L'entreprise familiale est devenue un élément vital du tissu économique local. Senti che profumo. Sogno esotico. E semplicemente gli viene tolta l'acqua, è proprio il profumo. Gli viene tolta l'acqua, quindi è uguale. Gli viene solo tolta l'acqua. L'Europe souffre finalement d'un manque d'esprit d'entreprise. Et ce type d'initiative est un signal positif. Il montre qu'en Europe, nous développons cet esprit d'entreprise. Et chaque projet peut encourager la naissance d'un autre projet qui aura encore davantage de retombées en termes d'emploi. Nicolas Pireda fait partie d'un petit groupe de jeunes habitants de Nuoro qui ont fondé l'association Prantaluque.
Celle-ci a remporté un appel d'offres pour un programme financé en partie par des fonds européens. Un petit projet qui agit en profondeur. Je m'appelle Martha, j'ai 23 ans et j'étudie les beaux-arts à Florence. Je m'appelle Bruno, j'ai 24 ans, je suis de Nuoro et je suis travailleur social. Ils ont décidé de revenir dans leur ville d'origine pour contribuer tous ensemble à son développement. Pour son projet de jardin urbain, l'association a sollicité différents fonds et subventions et réuni 3 000 €. Il rentre chez lui. Ce projet a soudé le groupe. Depuis, ils discutent beaucoup des emplois qu'il serait possible de créer à Nuoro. Je m'appelle Antonio, j'habite à Nuoro. Je suis chômeur et j'ai 28 ans. Maria Giovanna, j'habite Nuoro, j'ai 25 ans et je suis étudiante. Je m'appelle Danilo, j'ai 25 ans et je travaille à temps partiel. Pourquoi pas des prestations publiques au moment où l'État ou les entreprises privées se retirent du jeu? Ils ne partagent pas toujours les mêmes opinions. Je pense que pour Nuoro, les perspectives sont dans le secteur primaire. Je pense qu'on va redécouvrir des métiers liés à la campagne et à la terre, aux activités pastorales. Mais il faut les considérer sous un angle nouveau. Il faut les repenser, ne pas retomber dans ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire une exploitation de la terre sans réelle réflexion et sans mise en valeur du territoire. Dès sa naissance, notre groupe avait beaucoup de maturité. C'était formidable parce que les membres ont immédiatement trouvé des synergies et ça nous a permis d'avoir une grande capacité de coopération. C'est aussi une expérience très positive pour notre développement personnel. Une sorte de prise de conscience pour chacun de nous. On a aussi pris conscience de la situation extérieure en Sardaigne et dans le monde. Participer à ce projet commun nous a donné envie de nous informer, de nous organiser et de mieux comprendre les réalités de notre société. En fait, la poursuite d'un objectif est l'objectif. Parce que faire quelque chose ensemble, c'est déjà remplir l'objectif qui est de développer quelque chose. Nous avons des centaines de milliers de projets qui se lancent avec quelques milliers d'euros. Ces projets permettent à des jeunes, et pas seulement à des jeunes, de travailler ensemble. Et ce qu'ils retirent de cette expérience de collaboration réussie, ils vont le garder toute leur vie. Il y a 5 ans, après 11 années passées en Espagne, Ovidiu Nicolae Fodor est revenu avec sa famille dans son village d'origine. En Espagne, il possédait sa maison et sa petite entreprise de transport et il était parfaitement intégré. Et puis la crise est passée par là. Les Fodor ont alors franchi le pas. Ils sont revenus en Roumanie et grâce à leurs économies, ont créé une petite entreprise à Odoreu, près de Satu Mare. Le vendredi, quand Emmanuel revient de l'université de Cluj, à 3 heures de là, il aide ses parents au magasin. Le petit supermarché offre tout ce dont on a besoin dans le village. Mais les clients ne sont guère dépensiers. Proposer autant de produits frais, c'est assez osé. Mais les Fodor ont l'âme de pionnier. Emmanuel Fodor a sollicité une subvention de l'Union européenne pour créer une unité de production de granulés de bois près du magasin. Les 50 000 € récoltés seront les fondements de sa future indépendance économique. Sa mère, Laura, oubliera peut-être un jour qu'elle aurait préféré rester en Espagne.
On a cru que la crise passerait et que des temps meilleurs reviendraient. J'étais convaincu qu'il y avait beaucoup à faire en Roumanie et beaucoup de travail. On pensait que ça se passerait bien. Mais 5 ans ont passé et la situation n'a fait qu'empirer depuis 2009. J'étudie les sciences économiques à l'université. Ça m'aidera beaucoup pour mon futur métier. Je pourrai mieux gérer l'entreprise que je vais créer grâce aux subventions de l'Union européenne. C'est un secteur qui a de l'avenir, parce que les gens vont se rendre compte que les granulés sont moins chers que le bois ou le gaz. Je veux promouvoir le système de chauffage aux granulés, parce qu'il est beaucoup plus rentable. J'ai très envie d'avoir fini mes études. Il me reste encore 2 ans. J'ai hâte de diriger mon entreprise et d'avoir des employés. J'ai envie d'aller de l'avant, de produire beaucoup et puis de vendre beaucoup, bien sûr. C'est le plus important. Bruxelles n'est pas loin de Genk. Wim Dries s'y rend fréquemment, parfois plusieurs fois par semaine, pour prendre part au plan d'action stratégique de la province de Limbourg, le SALC. Il réfléchit à des mesures qui permettront d'atténuer l'impact de la fermeture de l'usine Ford. Le plan bénéficie d'un budget de 150 millions d'euros. L'argent vient à part presque égale de la réserve provinciale, de fonds spéciaux de l'Union européenne et de subventions qui étaient destinées à Ford. Chris Peeters, le ministre-président du gouvernement flamand, a formé une commission d'experts. Elle doit trouver de nouvelles pistes de développement pour la région, depuis le secteur des soins à la logistique, en passant par les industries de la création. Hasselt, la ville voisine de Genk, a lancé en parallèle un contre-programme. Pour les associations, il est crucial que la jeune génération participe à la construction de son avenir. Elles ont donc lancé le SALC de la jeunesse, qui réunit autour d'une même table jeunes, politiciens et experts chevronnés. Ainsi, toutes les parties prenantes sont représentées, y compris les chômeurs. Impliquer tout le monde dans le processus est le meilleur moyen de parer au dégoût de la politique et à la résignation, car ce sont des obstacles majeurs quand on veut résoudre des situations problématiques. En Roumanie, la tentation de la résignation reste bien présente. Que faire quand on a le sentiment qu'on n'arrive à rien et que tous les efforts consentis ont été vains? Dom Fodor et son fils Emmanuel refusent d'abdiquer. Ils sont de retour chez eux et entendent bien y rester. En Roumanie, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. C'est dommage que tant de gens soient partis à l'étranger. Si les choses changeaient un tout petit peu en Roumanie, beaucoup de gens reviendraient. Il est important de comprendre que nous formons tous l'Europe. L'Europe ne se résume pas aux bureaucrates de Bruxelles qui agissent selon un plan d'ensemble. C'est une œuvre commune. On serait dans l'erreur à Bruxelles si on se mettait à dire aux gens ce qu'il faut faire. Nous devons leur dire « agissez, bougez-vous » et il en sortira quelque chose. La Barbagia en Sardaigne, Genk en Belgique, le nord-ouest de la Roumanie, 3 régions de ce kaléidoscope européen qui est bien plus que la somme de ses parties.
L'Europe est la construction commune de plusieurs générations qui, aujourd'hui plus que jamais, doivent collaborer. L'Europe fourmille de projets ambitieux et innovants. Ils sont portés par des pionniers qui tracent leur voie, même en temps de crise. Leurs efforts peuvent sembler insignifiants, mais la somme de toutes ces actions isolées pourrait changer les choses. Je crois que la constitution de petits groupes est l'avenir de l'Europe. C'est au sein de petits groupes qu'on apprend la coopération. Et quand on acquiert cet esprit coopératif, il peut se développer encore et englober de plus en plus de monde. Mais avant tout, l'individu, chaque personne, doit apprendre à coopérer avec son voisin. C'est ainsi qu'on pourra créer une véritable communauté dans laquelle tout le monde travaillera ensemble. C'est ce qui manque. Le maire est un traducteur en politique. C'est parce qu'il est lié à une commune et qu'il est proche des gens qu'il est le mieux placé pour traduire en politique régionale et européenne ce qui est important pour les gens. C'est pour cela que c'est un beau métier. J'ai le choix de rester ici, en Roumanie. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays et que je veux rester ici. C'est ici que se trouvent mes amis, mes collègues, ma famille, et je veux changer les choses. Si on partait tous, que deviendrait la Roumanie? J'espère que ce seront bientôt les jeunes qui gouverneront l'Europe et qui décideront de son avenir. Mais comme souvent, ce sont les plus vieux qui tiennent les rênes des gouvernements. Ça n'avance pas et ils ne laissent aucune place aux jeunes. On espère que les jeunes vont réussir à conquérir le pouvoir qui leur revient de droit.